demander maintenant à Jean-Claude Ghislain de nous donner l'avis de la NSM sur la surveillance, puisqu'on voit que c'est un des sujets importants de ces dispositifs médicaux et essentiellement implantables, c'est ceux-là qui nous intéressent le plus. Très bien, bonjour à tous, merci de votre invitation. Donc, toujours un plaisir d'échanger sur ces problématiques qui ne sont pas simples, vous l'avez compris, le monde des DM c'est un monde très complexe et avec des outils réglementaires qui étaient ce qu'ils étaient, qui ont eu beaucoup de mérite quand même. Moi j'ai connu les dispositifs médicaux avant le marquage chez eux, dans les hôpitaux, comme pharmacien hospitalier, il y a de longues années de ça, mais qui a montré évidemment ses limites, d'où ce nouveau règlement donc, qui vient en grande partie de vous être présenté. Alors, moi je voudrais vous expliquer un peu comment évolue le concept de surveillance, parce que évidemment ça vient d'être dit, même si on améliore l'évaluation avant la mise sur le marché, il reste un vrai problème, notamment pour les implants, qui est un problème de suivi à long terme et de capacité de prendre des mesures utiles en termes de santé publique en tant que de besoin. Alors, c'est le travail des autorités nationales, des autorités sanitaires. Donc, ces réglementations nouvelle approche, ça a été dit. Donc, en fait, elles confient à chaque autorité de chaque pays, en subsidiarité, donc un certain nombre de missions. Alors, la première, c'est évidemment de désigner et de surveiller les fameux organismes notifiés qui font, eux, le travail de certification de conformité, qu'on ne fait pas nous-mêmes. Nos ressources sont concentrées donc, sur le suivi de ces organismes et, par ailleurs, sur les autorisations d'essais cliniques et enfin sur la surveillance du marché, qui est notre mission propre, qui est évidemment la plus importante et la plus complexe. Et pour ce qui est de la France, donc, c'est la même autorité qui exerce l'ensemble de ces missions, en l'occurrence la NSM. Alors, le concept de surveillance, donc, il recouvre à la fois les activités dites de vigilance. Alors, on aime bien donner des petits noms à nos vigilances. Donc, on dit la matériaux-vigilance en France, mais enfin, il n'y a qu'en France et en Belgique qu'on dit ça. Il y a la réactovigilance pour les réactifs de laboratoire. Donc, ça, c'est quelque chose qui est relativement bien connu. Et puis, les activités par les autorités de contrôle du marché en tant que de besoin. Donc, soit en contrôle sur dossier, une partie de documentation technique d'un fabricant, suite à une problématique qu'on a identifiée, ou de questions que l'on se pose. Ça peut être sur site, ça s'appelle des inspections par les autorités chez les fabricants, ou bien des contrôles en laboratoire, ça c'est moins fréquent parce que c'est toujours un peu compliqué d'avoir des équipements très spécialisés, je ne sais pas, pour tester un simulateur cardiaque ou d'autres choses. Et puis ces contrôles sont à la fois réactifs, c'est-à-dire évidemment il y a beaucoup d'informations qui circulent, de plus en plus, y compris sur les réseaux sociaux, ce qui ne nous simplifie pas la vie, mais qui donne des sources d'informations aussi intéressantes. Et à partir de ces informations, de prioriser et de décider de nous saisir de telle ou telle problématique, sachant que évidemment on a un sujet de priorisation parce que le secteur est immense et que on doit prioriser nos actions faute évidemment de ressources, puisque nos ressources seraient un puits sans fond pour les deniers publics si on voulait tout traiter de la même façon. Et on fait aussi du proactif, ça c'est quelque chose qui n'est pas assez développé, on est parmi les seuls en Europe à faire ça, de façon à aller regarder ce qui se passe réellement pour une catégorie de produits donnés dans les conditions dans lesquelles la réglementation est appliquée, et ce qui permet d'avoir un retour possible d'informations vers les organismes notifiés et vers nos collègues des pays voisins. Toutes ces activités, évidemment, ont comme corollaire le fait que l'agence, son directeur général, a des pouvoirs importants qui sont dans le droit national, mais qui sont conférés aussi par les textes européens, c'est-à-dire des pouvoirs de demander des mises en conformité, de suspendre ou d'interdire des produits, notamment pour des produits identifiés comme à risque important. Donc on appelle ça des clauses de sauvegarde en vocabulaire européen. Et puis de prendre y compris des mesures de précaution, et on a déjà cité les implants mammaires, c'est ce qui vient d'être fait devant un faisceau d'arguments qui laissaient penser que le haut niveau de texturation augmente le risque de survenue de lymphome lié à une inflammation chronique supérieure à ce qu'on observe avec des implants lisses par exemple. Alors, comme cela vous a été dit, ces réglementations récentes ont conduit à un bilan très approfondi, et il se trouve que l'agence française a contribué très largement à ce bilan. Ensuite, la Commission européenne a fait des propositions, ça remonte à quelques années, une longue négociation dans laquelle on a porté beaucoup de sujets au niveau de la délégation française et qui ont abouti aux deux règlements dont on vous a parlé.
Alors du coup, je me suis dit que ce qui serait bien, c'est d'essayer de vous expliquer qu'est-ce qui va pouvoir évoluer en termes de qualité de la surveillance dans ce nouveau cadre européen. Alors, surveiller le marché, c'est d'abord le connaître. Évidemment, on continue de s'écharper à savoir s'il y a 800 000, 3 millions de dispositifs sur le marché. Donc, c'est terminé. Cécile Vaugelade vous l'a dit. Donc, on ouvrira dans un an donc une base d'accès public, le nouvel EDAMED. Avec un résumé de caractéristiques de produits, c'était une attente forte française depuis de très longues années. On avait essayé en 2007, on n'y était pas arrivé. Cette fois, ça sera fait pour les classes 3 des implants. Et puis, pour connaître le marché, c'est aussi savoir comment les produits sont évalués, et donc c'est ce qui nous a conduit dans la négociation avec beaucoup de difficultés. Beaucoup de pays étaient très frileux sur la question, mais qui nous a conduit à obtenir la mise en place d'une évaluation clinique centralisée pour les implants de classe 3 pour commencer, et le champ sera revu plus tard, par un panel d'experts européens. Autrement dit, l'organisme notifié ne décidera plus tout seul, il fera l'évaluation du dossier du fabricant, mais devra recueillir sur son rapport en tant que rapporteur, donc l'opinion scientifique d'un panel d'experts qui vérifiera l'adéquation des données d'évidence clinique réunies par rapport aux revendications médicales portées par le fabricant, et aussi de veiller à la cohérence et à la pertinence du plan de surveillance post-marché que le fabricant mettra en place sous le contrôle de l'organisme notifié. Donc ça, c'est un vrai progrès qui permettra d'harmoniser. Moi, j'ai connu des périodes où des nouvelles classes sont apparues. Moi, je ne suis plus dans l'opérationnel depuis de longues années, mais les stents, c'est mon sujet préféré, les stents coronaires incorporant des principes actifs pour réduire les resténoses. Bon, c'est des sujets où on a eu pendant plusieurs années des dossiers qui arrivaient sur le marché avec des niveaux d'évaluation extrêmement différents, avec des suivis de patients dans les études entre 6 mois ou 2 ans. Voilà. Et l'incapacité d'harmoniser tout cela, faute d'avoir un mécanisme d'évaluation centralisé. Donc cette fois, c'est fait. Pour information, et ça va vous mobiliser les réseaux de spécialités, c'est qu'il y aura un appel à candidature donc de la Commission européenne pour recruter des experts pour l'évaluation clinique des implants de classe 3, qui paraîtra probablement au début de l'été pour une mise en place en fin d'année, au tout début de l'année prochaine, de ces fameux panels qui verront les premiers dossiers de nouveaux dispositifs ayant vocation à être conformes à ce nouveau règlement européen. L'identifiant, ça a été dit, la généralisation de la carte d'implant, tout ça sont des éléments évidemment importants qui sont aussi dans le règlement. Alors, premier niveau, c'est connaître le marché. Deuxième niveau, il faut le mieux placé pour surveiller son dispositif, c'est le fabricant, ça vous a été expliqué. Alors, c'était déjà dans des normes internationales, les normes de management de la qualité, les normes ISO, mais la réglementation était muette sur ces obligations du fabricant, et donc quelqu'un qui se ferait certifier purement sur la directive en ignorant la norme ISO internationale pourrait éventuellement ne pas avoir un plan de surveillance construit, et donc cette fois c'est terminé. Et ce plan doit comporter, ça vous a été dit, une collecte de données cliniques en vie réelle, excusez-moi pour la petite faute d'orthographe, et donc ces données cliniques en vie réelle sont une vraie difficulté, Cécile Vaugelade l'a souligné, c'est très difficile de mobiliser des équipes cliniques pour recueillir des données qui vont être avant tout des données de confirmation que tout va bien. Parce qu'évidemment, c'est assez peu intéressant en termes de publication, etc. Donc on a un vrai souci, d'où le sujet sur lequel je reviendrai, notamment des registres ou de l'exploitation des données du système national des données de santé, qui évidemment seront importantes. Alors, ensuite, autre niveau, c'est la surveillance par l'organisme notifié, ça vous a été décrit. Donc ces organismes sont des contrôleurs, et donc ils auditent périodiquement les fabricants de façon annuelle, et ces organismes ont été renforcés. Donc on est en train tous de les redésigner sur des critères de compétences à la fois techniques et cliniques, et ils vont donc pouvoir œuvrer, et ils sont évalués au niveau européen. C'est-à-dire on n'est plus chacun chez soi, où je m'occupe de l'organisme notifié français au niveau de l'agence française, mais on a des équipes d'experts européens qui sont en train de vérifier les compétences et les procédures de travail de ces organismes notifiés. Et la fréquence de contrôle des entreprises est sûrement
une des plus élevées dans le monde, largement. Il faut savoir que la FDA aux États-Unis n'est pas en situation de faire une visite annuelle des fabricants pour lesquels elle a autorisé des produits. Et donc, ils sont en train d'ailleurs, pour les visites de suivi, de faire appel à des systèmes de reconnaissance avec des audits faits dans d'autres pays, y compris par des organismes notifiés européens. Donc ça, c'est vraiment une force du système, ce suivi annuel qui va être renforcé avec la supervision des résumés périodiques de sécurité sur lesquels je vais revenir par exemple. Alors, dernier niveau de contrôle et de surveillance, c'est la surveillance directement par les autorités. Ça ne change pas. On garde nos missions essentielles de pouvoir intervenir de façon réactive ou proactive, mais avec une nouveauté qui est une approche coordonnée. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la subsidiarité. On entre avec le nouveau règlement dans un système organisé avec des programmes de contrôle européens coopératifs entre autorités compétentes pour démultiplier nos capacités d'intervention, étant donné évidemment la faiblesse des ressources dans le réseau européen, ressources qui tendent plutôt à diminuer d'ailleurs pour cause de contexte économique général en Europe. Et la vigilance elle-même se trouve renforcée, ça, je n'y reviens pas, mais la base de données, il faut savoir quand même qu'aujourd'hui encore, mes collègues qui font de la vigilance reçoivent un incident grave sur un dispositif, ils sont dans l'incapacité de savoir si ça s'est déjà observé ailleurs. Ils peuvent regarder si ça s'est passé déjà en France. Mais ailleurs, il faut demander aux fabricants, il faut appeler les collègues européens. Donc pour la première fois, on aura une base européenne des incidents. Et cette base comportera pour les produits de classe 3, et donc notamment les implants, on aura des résumés périodiques de sécurité. Leur petit acronyme anglo-saxon, c'est PSUR, c'est connu dans le monde du médicament, et on a porté l'introduction des PSUR de façon à ce que annuellement les fabricants puissent mettre à jour la synthèse totale des données acquises sur leur dispositif. L'organisme notifié vérifiera que l'évolution des données acquises ne remet pas en cause le bénéfice-risque initial, et les autorités auront un accès direct dans la base de données au dernier PSUR disponible. Donc vous aurez un incident, vous regardez s'il y en a dans d'autres pays, et en plus vous regardez si le sujet est déjà sous contrôle ou si c'est un élément nouveau qu'il faut investiguer immédiatement. Je voulais juste signaler qu'on vous a dit beaucoup de choses sur le nouveau règlement, et encore, on aurait pu vous en dire beaucoup plus. Il y a beaucoup de choses nouvelles dans l'adaptation à l'état de l'art, la cybersécurité, l'attention apportée aux particules, les produits de dégradation, notamment pour les implants, beaucoup de choses, les substances dangereuses, CMR et perturbateurs, je vous en passe, quelques reclassifications. Mais il y a beaucoup de choses, mais il y a aussi quelques occasions manquées. Donc on veut toujours faire valoir que, en termes d'évaluation clinique centralisée, on est très satisfait d'avoir obtenu ce mécanisme qui va se mettre en place. En même temps, son champ. Tout le monde se passionne pour les implants de classe 3, bien sûr, les plus hauts risques, tout ça est formidable. Il y a plein de sujets intéressants en termes d'évaluation bénéfice-risque, avec notamment des dispositifs à visée thérapeutique de médecine interventionnelle, par exemple, qui pourraient être très intéressants d'évaluer à ce niveau. Donc ce champ, il faudra le revoir. La procédure aussi, puisqu'on a mis, comme toujours, un certain nombre de bémols dans le déroulé de la procédure. Vous savez que les négociations amènent toujours à un peu de complications. Donc, en tout cas, le principe, il est acté, c'est l'essentiel. Il faudra très probablement, et le règlement prévoit qu'on revoie cette procédure et le fonctionnement des panels d'experts européens au plus tard en 2024. Deuxième occasion, alors l'occasion manquée, elle n'est que partiellement manquée celle-là, mais quand même, le débat, on est obligé de se cantonner sur les classes de risque traditionnelles, et c'était pas le bon curseur probablement. Par contre, une vraie occasion manquée, c'était la proposition d'extension de l'activité de l'Agence européenne des médicaments, de l'EMA, qui a été rejetée, alors on peut le comprendre de la part peut-être de l'industrie européenne à l'époque, mais qui a été rejetée aussi par la majorité des États membres. Et on était parmi les seuls à soutenir cette hypothèse qui était quand même de bon sens, puisqu'on devait à terme développer l'expertise, la mettre en commun au niveau européen. C'est exactement le boulot de l'agence IME. Et donc, qui plus est, on a beaucoup de produits combinés avec des médicaments. Je vous passe les tests compagnons associés à la médecine personnalisée en cancérologie. Toute bonne raison pour faire cela. La Commission avait eu le courage de le proposer. Malheureusement, elle n'a pas pu le mettre dans ses propositions, et donc il faudra y revenir. Pour l'instant, l'urgence, c'est de déménager l'IME aux Pays-Bas pour cause de Brexit, mais il faudra probablement rediscuter de cette question avec le nouveau Parlement et la nouvelle Commission européenne. Et enfin, on a un sujet qui n'est pas lié au règlement lui-même, mais quand même, qui est que quand
la dernière commission, la commission en fonction, qui va cesser ses activités avec le renouvellement du Parlement lié à nos élections européennes proches, eh bien, voilà, le secteur des dispositifs est resté gouverné par la DG Gros, la DG Croissance et Entreprises de la Commission européenne, et non la DG Santé, comme pour les médicaments. Donc c'est un peu symbolique, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de santé publique à la DG Gros pour les dispositifs médicaux, mais quand même, ça mettrait fin à un certain nombre de mauvais procès, de mauvais débats si on pouvait faire cela. Donc l'opportunité va s'y présenter et j'espère que nos échelons politiques pourront nous régler ces sujets. Alors, avant de terminer, quelques mots quand même de ce qui se passe au niveau national. Parce que finalement, pour que tout cela fonctionne bien, il faut aussi que les pays s'adaptent et tiennent compte du nouveau règlement et des nouvelles opportunités, aussi des nouvelles contraintes. Et donc j'ai mis quelques points que nous travaillons actuellement. D'abord, la matériovigilance, il faut quand même dire qu'elle est en France assez bien développée, de façon assez comparable avec le Royaume-Uni, ce qui est, voilà, un parc hospitalier à peu près équivalent. On a une structure de signalement que nous recevons qui est assez comparable. Voilà, donc on pourrait se dire que tout cela est bien. Et en même temps, la matériovigilance n'a pas encore la maturité de la pharmacovigilance et de son organisation très structurée. Et donc la question du développement de l'échelon régional qui est en cours de généralisation dans toutes les régions cette année, était vraiment un challenge important pour faciliter, pour rompre l'isolement des correspondants locaux de vigilance des établissements de santé qui sont isolés. Et l'agence est clairement dans l'incapacité de gérer un tel réseau de 2 correspondants par établissement de santé. Donc il nous faut absolument cet échelon régional. Et puis la plus grande participation des professionnels et des patients, le règlement européen l'appelle. Chez nous, c'est déjà le cas, puisque depuis 1994, il y a une obligation de déclaration d'incident grave pour les professionnels. Et puis pour les patients, il y a maintenant le portail de signalement qui est sur le site du ministère. Donc tout cela, on n'a pas forcément énormément à faire, si ce n'est encore beaucoup de pédagogie, bien évidemment. Le deuxième sujet, c'est, et le règlement incite les États membres, il ne peut pas le régler, les règlements européens ne peuvent que traiter de sujets qui sont de l'échelon européen dans le traité européen. Voilà, donc tout ce qui relève du système de santé, de son organisation, de l'exercice des professionnels est hors sujet. Et donc il y a des incitations. Alors il y a une incitation à développer les registres. Il se trouve qu'on s'y était attelé déjà depuis un moment, constatant la faiblesse des développements en France par rapport, malgré les efforts, je pense en orthopédie, etc., dont on a souvent discuté avec les représentants de plusieurs spécialités. On s'y est attelé et on a, en partenariat avec la Fédération des spécialités médicales, facilité la création d'un outil générique permettant d'être paramétré pour différentes spécialités. L'idée étant qu'au décours de registres de spécialités, de pouvoir intégrer des informations sur les DM utilisés dans un certain nombre d'actes médicaux qui pourraient, en tant que de besoin, nous permettre d'accéder, nous, autorités, à un instant T, devant une problématique qui apparaît, d'accéder rapidement à des données consolidées dans ces mêmes registres. Et donc ça, c'est en cours de déploiement, on en est très content. Et puis il y a encore plus globalement, on a expérimenté à l'agence, puisque vous savez que la NSM a été la première à avoir un accès possible au SNIRAM, aux données de l'assurance maladie. Donc on a développé, j'ai eu le plaisir aux côtés de Mahmoud Zurek à l'agence de participer aux premières études épidémiologiques sur les produits de santé, y compris sur des dispositifs médicaux, avec une étude sur des prothèses de hanche, une étude sur le dispositif de contraception permanente dit ESSURE, etc., études qui ont été publiées dans de très grands journaux internationaux. Et ça, l'approche épidémiologique, c'est vraiment quelque chose de majeur quand on a une problématique, de pouvoir aller regarder la réalité de ce qui se passe dans le SNDS. Alors évidemment, aujourd'hui, on est un peu limité, puisque on ne peut pas tracer tous les dispositifs médicaux, ne serait-ce que tous les implants dans le SNDS. Beaucoup ne sont tracés que par leur code de remboursement, dit code LPP, qui sont souvent génériques, mais tout cela va se régler avec l'intégration alors excusez-moi, j'ai mis l'UDI, alors c'est l'IUD en français et le UDI en anglais. Et enfin, il reste encore probablement à développer
de la formation pour les professionnels de santé sur les dispositifs médicaux, sur leur régulation, sur l'accès à l'information les concernant. Et pour ce qui nous concerne à l'agence, de continuer d'essayer de resserrer les liens avec les spécialités, les professionnels évidemment, et aussi les patients qui sont de plus en plus demandeurs de participer et de comprendre nos modes de décision. Voilà, donc je voulais vous dire que, pour conclure, que le nouveau cadre réglementaire européen, ça vous avez déjà été dit, mais est réellement un renforcement très considérable à la fois des obligations des opérateurs, mais aussi des capacités d'intervention des autorités de surveillance. La totale subsidiarité historique, où on disait, bon ben voilà, les fabricants ont des organismes notifiés, mettent sur le marché, vous les autorités, regardez ce qui se passe chez vous et réglez vos problèmes. On est rentré maintenant dans une ère de coopération, de coordination, et avec pour la première fois une vraie instance de gouvernance, et donc on a ce qu'on appelle un groupe de coordination, le GCDM, groupe de coordination des dispositifs médicaux, où il y a un représentant officiel de chaque pays, et j'ai l'honneur et le plaisir d'être le représentant actuel français, et donc où on est en train de mettre au point, si je puis dire, tous les détails de mise en œuvre de ce règlement qui va devenir obligatoire pour tout le monde l'année prochaine. Donc les premiers effets sont attendus dans 1 an avec les premiers produits, les premiers résumés de caractéristiques et les premières opinions sur l'évaluation clinique d'un certain nombre d'implants. L'ensemble du marché, néanmoins, va être évalué. Donc ça veut dire qu'au-delà des premiers produits nouveaux, il y a toute une mécanique de réévaluation de tous les dossiers d'implants notamment, mais pas uniquement, qui va s'échelonner au fur et à mesure des dates d'expiration des certificats de conformité actuels, et tout ça se terminera au plus tard pour quelques produits en 2024. Donc vous voyez que c'est un énorme chantier, mais qui est évidemment très très important, avec la particularité, c'est qu'on va devoir, pour des implants actuellement sur le marché, devoir les recertifier. Alors on ne pourra pas, contrairement à ce que dit le nouveau règlement, leur imposer un essai clinique. On ne va pas remettre en essai clinique tous les implants existants, ce serait une folie, voire même poserait éventuelle problématique. Mais par contre, on va devoir reposer pour un certain nombre d'implants qui n'avaient pas eu historiquement un véritable essai clinique avant de mise sur le marché, on va devoir se reposer sur la qualité des données acquises post-marché, via des registres, des études de suivi post-marché, etc. Voilà, puis dernier élément, évidemment le réseau européen est très mobilisé au niveau des autorités pour mettre en œuvre tout cela, et pour ce qui nous concerne et ce qui concerne la France, qui a beaucoup, encore une fois, apporté de sujets dans ce nouveau règlement, eh bien, on va continuer d'occuper notre place dans le concert européen au bénéfice des patients. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions sur ce sujet? Oui, Hubert. Oui, donc. Vous avez expliqué que vous avez pris donc une clause de sauvegarde dans le cas des prothèses mammaires texturées. Une mesure de précaution. C'est la 3e catégorie. Bon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la démarche? C'est-à-dire, parce que c'est une décision qui a de grosses conséquences économiques, mais surtout humaines. Quels ont été les signes d'alerte? Est-ce que c'est des articles scientifiques, des données épidémiologiques, des réseaux sociaux, des avis d'experts? Comment ça s'est passé, le début de l'histoire? Et puis, qu'est-ce qui vous a convaincu? D'abord, la question de tout à l'heure, pour compléter ce qui s'est dit déjà, la première observation de lymphome avec conséquences fatales, c'est autour de l'affaire PIP en 2010, d'accord, en France. D'accord. Difficile à interpréter, bon. Connu aux États-Unis, vous allez sur le site de la FDA, vous verrez, c'est quelque chose qui a été identifié aussi, un peu avant même, ça a commencé quelques années auparavant. Et donc c'est un sujet qui a rapidement été suivi, difficile à comprendre, parce que c'est une variété de lymphome très particulier, qui n'existe pas par ailleurs, qui est très spécifique des porteurs d'implants, des porteuses d'implants mammaires. Et voilà, donc ce sujet était sous contrôle. Et puis il se trouve que le temps passant, je vous rappelle qu'on a remis, j'en sais quelque chose, parce que c'était mon arrivée à l'agence précédente, à l'AFSAPS, on avait pour besoin de reconstruction, on avait remis sur le marché des implants en gel de silicone, vous savez, qui avaient été interrompus aux États-Unis et en France. Et donc, le temps passant, on a atteint, avec l'époque de PIP, les 10 ans après les premières implantations, et donc on a vu se multiplier progressivement ces cas de lymphome. Et pareil aux États-Unis.
Ce qui a été observé, c'est, si vous voulez, c'est une très forte surreprésentation d'implants dits macro-texturés, mais qui occupaient évidemment aussi une part de marché la plus importante. Après, on n'a absolument aucune évidence définitive de savoir jusqu'où il faudra aller. C'est-à-dire que simplement, on a utilisé un faisceau d'arguments, à la fois expérimentaux. Nous, on avait fait faire un certain nombre de tests de comparaison des différents types de texturation, etc. Et on a réuni un panel d'experts. Peut-être certains ont suivi ça. Ça a été public. Hein, vous pouviez suivre ça sur YouTube pendant 2 jours. Et on a entendu toutes les parties prenantes pour savoir ce qu'il fallait faire face à ce problème, qui est probablement générique, qui est un risque très faible, mais un danger grave, probablement générique, lié simplement à l'effet inflammatoire de principe du corps étranger, sur un organe sensible, en l'occurrence, mammaire. Et sur cette base-là, il y avait 2 possibilités. Soit se contenter, comme on le faisait déjà, d'informer, mais avec la difficulté, c'est que c'est très difficile à détecter. Voilà, donc il faut un suivi régulier des femmes, donc on a une certaine incertitude. Et ensuite, c'est un peu ce que fait les États-Unis. Alors ils vont peut-être changer, hein, ils viennent de réunir aussi un panel d'experts, donc on va voir ce qui se passe aux États-Unis prochainement. Le Canada vient d'annoncer une mesure de précaution vis-à-vis des implants Biocell d'Allergan, parce qu'ils ont beaucoup moins de marques d'implants hein, que chez nous. Et l'autre scénario, donc, les Américains comptent et font de l'information. Ils n'ont pas encore décidé, mais ils vont peut-être le faire. Et deuxièmement, l'autre attitude, c'est de se dire, est-ce qu'on est capable de prendre une mesure de réduction de risque ? Et donc, sur le faisceau d'arguments, c'est un système relativement imparfait. Néanmoins, on pense avoir réduit le risque d'exposition au lymphome, non pas supprimé, mais l'avoir réduit considérablement en limitant le nombre de modèles d'implants, en sachant qu'on a encore des travaux à mener. On avait une téléconférence, Cécile évoquait les échanges européens, mais internationaux aussi de vigilance, hein, sous accord de confidentialité. On discutait hier d'un travail international sur une classification des textures d'implants. Puisqu'il n'y a pas aujourd'hui de système parfait. Il y a des implants lisses qui probablement ne sont pas si lisses que cela. Il y a des implants micro-texturés dont on sait pertinemment qu'ils sont aussi texturés à haut niveau que les dits macro-texturés. Voilà. Donc tout ça mérite encore d'être développé. Donc on est typiquement dans une mesure de précaution pour protéger, dans la mesure du possible, en réduisant l'exposition au risque, en sachant qu'on ne peut pas le supprimer totalement, en tout cas aujourd'hui. Alors Xavier Martin, Jacques Belpitti. Merci. Vous avez donc un certain nombre de ces dispositifs médicaux donnent des effets indésirables en fonction de la technique avec laquelle ils sont positionnés, etc. Vous avez parlé de la formation. Alors à qui incombe le coût de la formation? Première question. Et deuxième question, est-ce qu'on va vers une certification pour ce dispositif, donc d'avoir le droit de poser ce dispositif quand on a eu la formation? Alors votre question est évidemment majeure. Elle n'est pas de la compétence de l'agence, hein, qui a une compétence sur les produits. Les industriels ont une obligation d'information hein, sur les précautions à prendre, les recommandations reliées à la pratique, hein, comment donner la possibilité d'accéder à une formation au maniement du dispositif. Par contre, les questions de certification, les conditions d'exercice de certains actes utilisant des dispositifs à risque sont du ressort du ministère. Donc il y a des discussions évidemment qui ont eu lieu récemment hein, autour des implants de renfort. Voilà, donc mais ça n'est pas directement la mission de l'agence. Là. D'abord, un petit commentaire concernant Jean-Claude Justin. Comme vous l'avez remarqué, moi j'ai eu l'occasion de le côtoyer et de travailler avec lui. On est loin de l'espèce de désinvolture ou de laxisme qu'on montre de la NSM. Et je dois dire qu'il ne le dira pas, il a un peu soupçonné. Tout le nouveau règlement au niveau européen, c'est lui. C'est lui qui a travaillé depuis des années oui, pour longtemps, renforcer, oui. Tout, non, mais longtemps, ouais, longtemps. Ça, depuis des années. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je voudrais rejoindre un peu la réflexion de Joannet. Parce que je vous ai vu publier des choses assez remarquables, hein, notamment Mahmoud sur les prothèses, sur Essure. Et là, vous m'avez un peu surpris avec les prothèses mammaires.
dossier sur lequel je m'étais pensé à l'HAS en 2015, il n'y avait pas d'argument pour mettre les prothèses texturées par rapport au lisse. Et là, vous prenez une mesure qui est une mesure de précaution. Je pense que si alors ça a toujours un certain danger. Et je voudrais voir la question. Vous avez pris cette mesure, il faut dire que vous n'avez probablement pas été aidé parce qu'il n'y a pas de registre français. Oui. Voilà. C'est-à-dire qu'on a notre responsabilité. Donc j'anticipe. Il n'y a pas de registre français, donc vous ne saviez pas. Donc vous êtes devant une campagne générale, vous êtes devant des gens qui défendent une position corporatiste. Et la deuxième chose, c'est que les plasticiens, je ne sais pas s'il y en a ici, j'aurais bien aimé qu'ils fassent une étude des prothèses lisses contre prothèses texturées. Parce qu'en disant, vous nous supprimez les prothèses texturées, vous nous supprimez alors que c'est plus facile, mais démontrez-le au moins. Faites une étude contrôlée. Et donc ma question, c'est, auriez-vous été amené à prendre une position différente? Parce que les Américains prennent des positions, ils ne sont pas le principe de précaution. La FDA va prendre. Tout à fait. Si vous aviez pu bénéficier de ce que les gens ils imposent des prothèses. D'abord, on est sur quelque chose qui est un danger grave, mais de fréquence très faible. Donc une des difficultés, c'est qu'y compris dans les données du SNDS, et en plus, la plupart des implants étant esthétiques et non remboursés, du coup, on n'avait pas de source. On n'avait pas de source pour essayer de regarder la réalité de l'occurrence. On n'a pu que constater simplement la multiplication des cas. Alors il faut savoir aussi que, évidemment, en France, quand on a une préoccupation, on se donne les moyens de répondre à la question. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a recommandé de faire les prélèvements anapathes à chaque changement d'implant pour essayer d'objectiver ces fameux lymphomes. Donc on en a trouvé évidemment de plus en plus. Et une fois qu'on a dit ça, la surreprésentation d'un certain type d'implant, puisqu'on a fait des comparaisons au laboratoire, des texturations des différentes marques, et voilà, on n'a pu que constater que voilà, il y avait une surreprésentation très importante et donc un surrisque probable lié au niveau de texturation. Alors on n'a pas interdit tous les texturés, il en reste. On a centré sur ce que l'on a appelé entre guillemets les macro-texturés, c'est-à-dire les plus texturés. En embarquant au passage quelques micros qui n'étaient pas des vrais micros, et voilà. Mais le sujet reste entier, c'est-à-dire que et on a besoin de registres, on a besoin de les tracer dans le SNDS si on veut un jour répondre correctement à la question. En tout cas, le Canada vient de faire exactement la même chose puisqu'ils ont annoncé avoir envisagé donc de suspendre les biocelles. Je rejoins Jacques Lévy sur le problème du principe de précaution. Je ne suis pas sûr que le principe de précaution en chirurgie, chose qui fasse avancer le plus la chirurgie, c'est un autre problème dont on peut discuter. Deux choses. Moi, je reviendrai un petit peu sur les études que vous avez menées dans le topo que je vais faire là. Je vous dirai ce que j'en pense très honnêtement, parce que je pense que vous ne pouvez faire que ce que vous pouvez faire, parce que vous n'avez pas toutes les données, y compris sur le général. Moi, j'ai lu attentivement vos études sur les prothèses du genou et sur les prothèses de hanche. Sur le plan épidémiologique, effectivement, on peut comparer avec les registres internationaux, mais pas sur le plan du devenir des implants, etc. Donc il y a quand même une faiblesse majeure à ça. Bon, la question que je voudrais vous poser, l'ANSM a été fragilisée par toutes les attaques, et puis c'est pas fini, il y en aura d'autres, parce que les crises du médicament, je pense que c'est pas la dernière et pas la première. Donc, est-ce que le fait que vous soyez quand même fragilisé, est-ce qui vous oblige à prendre des positions, y compris un peu sur un principe de précaution, est-ce que nous, on a l'impression que vous freinez un peu un certain nombre de choses et qu'on ne peut pas trop avancer avec vous parce qu'on n'a pas obligatoirement toutes les autorisations, et notamment en matière d'innovation. Moi, la question que je me pose, c'est de savoir s'il ne faudrait pas couper l'ANSM en deux. C'est-à-dire que le problème du médicament, c'est un problème particulier. Le problème des dispositifs, c'est un autre problème. On n'évalue pas les choses de la même façon. Et on ne peut pas faire des études en double aveugle comme on le fait avec le médicament, etc. Et je voudrais avoir votre sentiment là-dessus. Est-ce qu'il ne faudrait pas couper la NSM en deux, avec d'un côté le médicament et de l'autre côté les dispositifs? Je ne suis pas sûr que ça changerait fondamentalement les choses. Les gens qui font du DM ne sont pas les gens qui viennent du médicament.
c'est pas les mêmes profils. On a des équipes qui sont dédiées aux dispositifs médicaux, donc je ne suis pas sûr que le sujet soit un sujet de structure d'organisme. Sur les études, moi je suis d'accord avec vous. Ce que j'ai dit, c'est que ça peut nous apporter beaucoup d'informations utiles, mais c'est évidemment, le SNIRAM ne donne pas des données médicalisées, on est bien d'accord, et ça ne remplacera pas les registres qui, eux, apportent des informations plus intéressantes. Et dernier élément sur la précaution, je veux rappeler quand même qu'il y a 80% d'usage en pure médecine esthétique, pure chirurgie esthétique avec les implants mammaires, et que la donne n'est pas du tout la même en termes de santé publique que si on était sur des produits à fort bénéfice thérapeutique ou de reconstruction. Donc ça a évidemment pesé beaucoup dans la balance de la décision. Merci beaucoup à Jean-Claude Gislain.